c'est extrêmement choquant. Et puis c'est toujours pareil, en fait, c'est des gens qui se réclament de l'antifascisme, qui appliquent exactement les méthodes fascistes, c'est-à-dire la pensée unique, la violence vraiment extrême envers tous ceux qui ont des idées contraires. Et ici, ces femmes font preuve d'un courage incroyable, parce qu'effectivement, voilà, elles dénoncent, elles vont à l'encontre de sujets qui sont tabous pour la bien-pensance, et pour cela, elles sont persécutées. Quand on voit les images, c'est vraiment frappant. Plus généralement, Sciences Po, quand même, il faut le dire, dans le passé, ça a pu être la fabrique d'une certaine élite française. Aujourd'hui, c'est plutôt la fabrique du déshonneur. Et honnêtement, il faudrait que l'État suspende les financements publics de Sciences Po à ce stade, puisque c'est plus possible d'avoir une telle situation. Il faut agir pour que voilà, un peu ces ennemis-là soient mis hors de cette école. Florian. Écoutez, dans la République française, il y a quand même des droits qui sont accompagnés de devoirs. Si les allocations familiales sont considérées comme un droit, la scolarité est obligatoire, et donc la scolarisation des enfants est une obligation, c'est un devoir des parents. Donc à partir du moment où des parents ne remplissent pas leurs devoirs, c'est normal que d'un autre côté, on retire les allocations familiales ou l'allocation de rentrée, ou que sais-je. Ouais, sauf que c'est pas si simple que ça. Justement, c'est ça. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et derrière, en fait, le point, c'est qu'il y a quand même un chiffre qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 110 000 jeunes de moins de 18 ans qui sortent du système scolaire sans qualification, sans diplôme, sans rien. Et ça, c'est un facteur majeur de délinquance. Donc en fait, c'est ça le vrai sujet, et c'est là-dessus contre lequel il faut effectivement se battre. Comme l'a bien dit Élodie, en fait, si des parents disent « mais en fait, moi, je fais tout pour essayer que mon enfant aille à l'école, mais je n'y arrive pas », et à ce moment-là, c'est là où il faudrait, comme l'a dit M. Brigelli, passer à une étape d'après, où cet enfant, justement, comme les parents eux-mêmes n'arrivent pas à s'en occuper, qu'il aille en internat et qu'on le rescolarise. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est la rescolarisation des élèves. Donc, il y a d'abord la responsabilisation des parents quand c'est un peu la faute des parents, et quand les parents font déjà tout ce qu'ils peuvent, et donc ils sont défaillants, comme ça a pu être dit, c'est là où il faut passer. Après, l'État doit vraiment se réarmer face à cela, parce qu'on est face à une bombe à retardement. 110 000 de moins de 18 ans qui sortent sans rien, quoi. Oui, mais donc je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Après, il y a quand même une dimension. Pourquoi est-ce que cet enfant qui avait donc été diagnostiqué quelque part n'a pas été mis sous traitement, et ensuite, il y a le côté que c'est une victime de plus de l'ultraviolence. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Le problème, c'est que ça fait des années maintenant qu'il y a de plus en plus d'attaques au couteau dans les écoles. Peut-être qu'il y a 10 ans, par exemple, il se serait simplement suicidé sans aller assassiner son ami avec 57 coups de couteau. Il y a son arrestation, il a demandé aux forces de l'ordre de lui tirer une balle dans la tête. Exactement. De couteau, c'est 1 minute 20. Et donc, et c'est là où je veux en venir, c'est que face à cette explosion finalement des attaques au couteau, il faut quand même une réponse. Et par exemple, la question des portiques, de la sécurité à l'entrée des lycées, on a cité les États-Unis. Aux États-Unis, il y a des portiques justement pour vérifier que les élèves ne portent pas des armes en rentrant dans les lycées, dans les enceintes scolaires. Il faut la même chose. C'est quelque chose que Laurent Wauquiez a fait en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016, et ça fonctionne. Ça existe à Lille aussi. Exactement. Il y a des choses à faire pour mieux sécuriser nos établissements, et notamment les lycées où il y a effectivement des adolescents qui aujourd'hui ont des problèmes de santé mentale. On en reviendra. Bien sûr, on en parlera. Mais voilà, il y a besoin quand même de changements de ce point de vue-là, et je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on ne pouvait rien faire. Ça donne toujours des images et des moments d'émotions intenses. Plus de 250 000 personnes. Hein. C'est ça, et je pense que vraiment la cérémonie a été très belle, très émouvante, et quelque part aussi ce type de cérémonie avec une beauté transcendante, quelque part, des rites millénaires, nous rappelle aussi à cette spiritualité. Vous savez, André Malraux avait dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je pense qu'on est dedans, on voit le retour d'un certain fait religieux, mais d'un besoin de spiritualité, et ce type de cérémonie, encore une fois, la beauté transcendante qui s'en dégage, peut aussi être une forme de remède au nihilisme qui a pu traverser le 20e siècle. Ah, ça vous choque? Non, en fait, le sujet, c'est que la personnalité, la position du pape est en fait assez complexe, parce que c'est à la fois donc quelque part président du Saint-Siège. Mais c'est un État aussi. Et voilà, c'est aussi le roi du Vatican. C'est un chef d'État à part entière. Et je veux dire, il y a, non, mais il y a quand même. C'est pas là-dessus que porte la polémique. Si, précisément, parce que polémique on dit sur la religion, pas sur le chef d'État.
Oui, mais sauf que pourquoi est-ce qu'on met les drapeaux en berne? C'est pour honorer un chef d'État qui est important pour un certain nombre de concitoyens. Réaction. C'est ça vraiment l'enjeu majeur. Il se passe des choses dans tous les cas. Il se passe énormément de choses. Je pense que ce que vient de dire Donald Trump, c'est une manière de garder la pression aussi sur Vladimir Poutine, qui, in fine, c'est vrai, n'a peut-être pas spécialement envie de cette paix, mais tout le monde la veut, en tout cas du côté occidental, c'est l'objectif. Mais il ne faut pas confondre paix et capitulation, et c'est là où l'enjeu des garanties de sécurité pour l'Ukraine sont capitales, pour qu'on ne soit pas ici en train d'accepter le déshonneur pour la paix et d'avoir finalement la guerre et le déshonneur demain, pour paraphraser Churchill. Donc c'est là où le rôle des Européens est très important, que Emmanuel Macron et Keir Starmer ont raison de venir, et il faut des garanties fortes. Donc voilà, il faut qu'on puisse... Quand on dit qu'on va aller mettre des soldats français en Ukraine après le cessez-le-feu, pour garantir cette paix et ce cessez-le-feu, c'est très important, et je pense que c'est là-dessus que tout se joue aussi. Mais pour arrêter cette guerre est indispensable. Mais il faut prévenir les guerres futures, c'est ça qu'il faut pas oublier. 1 million de morts. Les amis, pas en allant mettre des soldats français en Ukraine. Bien sûr que si.